Ils lui ont arraché sa dignité, mais ils ignoraient qu'ils venaient de réveiller un lion. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêts à vibrer avec nous, laissez un 1 en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Si elle ne vous plaît pas, un petit like nous fera plaisir quand même. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Une révélation choc vous attend, un twist qui va vous scotcher, une aube glaciale à Lyon, un outrage brûlant dans l'âme. Le tribunal fédéral de Lyon se dresse sous un ciel gris, ses vitraux reflétant une lumière froide. Antoine Dubois, juge d'origine algérienne, franchit les portes avec une assurance calme, son manteau bleu marine flottant légèrement, sa mallette en cuir à la main. Sa peau mate et ses cheveux poivre et sel trahissent ses racines, mais son regard d'acier parle d'une autorité forgée par des années de lutte. Ce matin, pourtant, il n'est pas un juge pour eux. Pour Claude Lefebvre, chef de la sécurité, et son équipe, il n'est qu'un étranger suspect. Sans vérifier son badge de magistrat, Claude, un homme au visage durci par le mépris, ricane. « Tu crois pouvoir entrer ici comme un prince du désert ?» La foule dans le hall retient son souffle, mais personne n'ose intervenir. Dans une salle isolée, l'humiliation atteint son paroxysme. Claude, armé d'une tondeuse, rase le crâne d'Antoine, chaque mèche tombant comme une insulte à son identité. « Ça te va mieux, non ?» s'esclave-t-il, tandis que ses acolytes ricanent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Antoine grave chaque mot, chaque geste dans sa mémoire. Une colère froide, volcanique, monte en lui. Ce n'est pas seulement sa dignité qu'ils ont volée, mais celle de milliers d'autres victimes du racisme. Cette fois, ils ont choisi la mauvaise proie. Dans l'ombre, une caméra de sécurité enregistre tout, prête à faire éclater la vérité. Antoine sort de la pièce, le cuir chevelu à vif, mais son cœur bat d'une rage prête à renverser un système pourri. La colère d'Antoine Dubois ne s'éteint pas. Elle s'embrase, prête à consumer ceux qui ont osé le briser. Dans l'ombre de la salle, où son cuir chevelu brûle encore sous l'humiliation, Antoine sort, chaque pas résonnant comme une promesse de justice. Le hall du tribunal fédéral de Lyon est silencieux, les regards des passants glissent sur lui, certains curieux, d'autres indifférents. Mais en lui, une tempête gronde, une rage froide et méthodique qui ne demande qu'à éclater. Ses doigts serrent la poignée de sa mallette, son badge de magistrat glissé à l'intérieur comme un talisman de sa véritable identité. Claude Lefebvre et ses acolytes pensent avoir remporté une victoire mesquine, mais ils ignorent qu'ils viennent d'allumer une mèche menant à leur propre chute. Sous les voûtes imposantes du tribunal, Antoine traverse le couloir menant à son bureau, son souffle régulier masquant la fureur qui pulse dans ses veines. Les murmures des employés s'éteignent à son passage. Une secrétaire, Marie-Claire, baisse les yeux, gênée, ayant entendu les ricanements de Claude plus tôt sans intervenir. Antoine ne s'arrête pas. Il sait que cette humiliation n'est pas un incident isolé, mais le symptôme d'un système pourri où les hommes comme lui, d'origine nord-africaine, portant fièrement leur héritage, sont trop souvent réduits à des caricatures menaçantes. Chaque mèche de cheveux arrachée par la tondeuse de Claude n'était pas seulement une atteinte à sa dignité, mais un cri de guerre contre des décennies d'injustice. Il se souvient des mots de son père, un immigré algérien qui lui disait « Ne baisse jamais la tête, mon fils, même quand il te frappe. » Aujourd'hui, ces paroles résonnent comme un serment. Dans son bureau, Antoine s'assied, le silence de la pièce amplifiant le bourdonnement de sa rage. Sur son bureau, un dossier épais. Des plaintes contre Claude enterrées par l'administration du tribunal. 12 cas, tous impliquant des personnes racisées, un étudiant marocain fouillé sans raison, une femme voilée moquée publiquement, un retraité tunisien poussé contre un mur. Chaque rapport est une blessure, chaque signature un appel à l'action. Mais ce n'est pas tout. Antoine sort de sa mallette une clé USB, un élément nouveau, un atout secret. Un collègue discret, Julien, technicien de sécurité, lui a glissé ce matin un enregistrement clandestin. Non seulement la vidéo de l'incident, mais aussi une conversation entre Claude et un supérieur, riant de « remettre à leur place les gens comme lui ». Cette preuve est une bombe à retardement, prête à faire exploser les fondations d'un système complice. Antoine ferme les yeux, sa poitrine se soulève sous le poids de la colère. Il revoit le sourire narquois de Claude, entend ces mots venimeux. « Tu crois pouvoir entrer ici comme un prince du désert ?» Ces paroles ne visaient pas seulement lui, mais tous ceux qui, comme lui, ont dû prouver leur valeur 2 fois plus fort à cause de leur peau. Sa main tremble légèrement en saisissant un stylo. Il commence à rédiger une note, un plan précis.
Il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice. Une justice qui ne se contentera pas d'un simple blâme. Il contactera le ministère de la Justice, mobilisera des associations comme SOS Racisme et s'assurera que l'enregistrement devienne public. Mais d'abord, il frappera là où ça fait mal, dans la salle d'audience, sous les yeux de tous. Un coup à la porte interrompt ses pensées. C'est Marie-Claire, hésitante, un café à la main. « Monsieur le juge, je suis désolé pour ce matin. J'aurais dû dire quelque chose. » Antoine la fixe, son regard perçant mais sans haine. « Ce n'est pas votre silence qui m'a blessé, Marie-Claire. C'est celui de tout un système. Mais ça va changer. » Elle hoche la tête, les larmes aux yeux, et sort. Cette interaction, inattendue, renforce sa détermination. Même ceux qui se taisent commencent à ressentir le poids de l'injustice. Antoine se lève, ajuste son manteau et se dirige vers la salle d'audience. Chaque pas est plus lourd, non pas de honte, mais d'une fureur canalisée, prête à transformer un tribunal en champ de bataille pour l'égalité. Ce n'est pas seulement son honneur qu'il défend, mais celui de tous ceux qui ont été humiliés, ignorés, brisés par des hommes comme Claude. Il imagine leur visage, l'étudiant, la femme voilée, le retraité, et promet silencieusement « plus jamais ». La clé USB dans sa poche est une arme, mais sa véritable force réside dans sa résolution. En entrant dans l'ascenseur menant à la salle, il croise son reflet dans le miroir. Son crâne rasé, encore sensible, est un rappel brutal, mais aussi un symbole. Ils ont voulu le réduire à rien. Il deviendra tout. La porte s'ouvre et le brouhaha de la salle d'audience s'arrête net. Les avocats, les journalistes, les spectateurs se tournent vers lui. Claude, posté près de la sortie, pâlit. Antoine ne lui accorde pas un regard. Pas encore. Sa colère est une flamme qui ne vacille pas, et elle illuminera bientôt chaque recoin sombre de ce tribunal. Si cette histoire vous touche, laissez un en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si vous brûlez d'impatience de voir Claude affronter les conséquences, partagez cette vidéo avec un ami et dites-nous, que feriez-vous à la place d'Antoine? Restez avec nous, car le prochain épisode promet un face-à-face explosif qui va secouer Lyon, et peut-être plus encore. Le silence de la salle d'audience est une prison, mais Antoine Dubois est sur le point de la briser. L'ascenseur s'ouvre avec un tintement discret, et Antoine émerge, son ombre s'étirant sur le marbre poli du couloir menant à la salle d'audience 3B du tribunal fédéral de Lyon. Sa démarche, lente et mesurée, contraste avec la tempête qui rugit en lui. Son crâne rasé, encore sensible sous l'air frais du matin, est un rappel cuisant de l'humiliation infligée par Claude Lefebvre et ses complices. Mais ce n'est pas la douleur physique qui alimente sa rage, c'est l'injustice, la morsure du racisme qui a cherché à le réduire à un stéréotype. Chaque pas vers la salle est un défi, une déclaration silencieuse. Ils ne le briseront pas. Dans sa poche, la clé USB brûle comme un charbon ardent, une preuve irréfutable de l'outrage, prête à faire trembler les murs de ce tribunal. Alors qu'il approche des portes massives, un murmure s'élève. La nouvelle de l'incident s'est répandue comme une traînée de poudre, et les regards convergent vers lui, certains empreints de honte, d'autres d'une admiration naissante. La salle d'audience est un théâtre de tension, saturé d'une attente électrique. Les avocats ajustent leurs dossiers, les journalistes griffonnent frénétiquement, et les spectateurs retiennent leur souffle. Antoine franchit le seuil, son manteau bleu marine flottant légèrement, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une fureur contenue. Claude Lefebvre, posté près de la sortie latérale, semble rapetissé, son uniforme impeccable, incapable de masquer sa panique croissante. Antoine ne lui accorde pas un regard. Il traverse l'allée centrale, chaque pas résonnant comme un coup de marteau. La salle entière se fige, comme si le temps lui-même pliait sous son autorité. Il atteint le banc du juge, où sa robe noire, soigneusement pliée, l'attend. Dans un geste délibéré, presque rituel, il déplie la robe et la drape sur ses épaules, la soie glissant comme une armure. Ce n'est pas seulement un symbole de pouvoir, c'est une revendication de sa place, une réponse à ceux qui ont osé le dépouiller de son identité. Le procès d'aujourd'hui n'est pas anodin. État contre le département de police de Lyon, une affaire explosive impliquant des accusations d'abus de pouvoir et de discrimination raciale contre des citoyens d'origine maghrébine et subsaharienne. Les caméras de la presse nationale sont braquées sur la salle,
et les associations de défense des droits humains, comme SOS Racisme, ont des représentants dans la foule. Antoine s'assied, le bois du banc grinçant légèrement sous son poids. Il lève les yeux, son regard balayant la salle avec une précision chirurgicale. « Toutes les parties sont-elles prêtes ?» demande-t-il, sa voix calme, mais tranchante comme une lame. Les avocats hochent la tête, mal à l'aise, tandis que Claude, au fond, s'agite, ses mains tremblant près de sa ceinture. Antoine remarque son malaise, mais choisit de l'ignorer, pour l'instant. Sa colère n'est pas impulsive, elle est stratégique, une arme qu'il aiguise pour le moment parfait. Un élément nouveau surgit, ajoutant une couche de suspense à la scène. Alors que le greffier, Sophie, lui tend le dossier du jour, elle glisse discrètement une note manuscrite. Une pétition circule parmi les employés du tribunal. Ils veulent que Claude soit suspendu avant la fin de la journée. Antoine serre la note, son pouls s'accélérant. Cette pétition, initiée par des subalternes comme Julien, le technicien qui lui a fourni la clé USB, est une fissure dans le mur du silence. Elle révèle que l'indignation ne vient pas seulement de lui, mais d'une communauté naissante au sein même du tribunal, fatiguée des abus de Claude. Cette découverte attise sa rage. Combien de personnes ont souffert en silence avant lui? Combien de fois Claude a-t-il brandi son autorité pour humilier, insulter, briser des innocents à cause de leur peau ou de leur nom? Antoine pense à son propre passé. Les regards méfiants dans les couloirs de l'université, les murmures à peine voilés sur son accent ou ses origines. Cette affaire n'est pas seulement personnelle, c'est un cri pour tous ceux que le système a écrasés. Il ouvre le dossier, mais son esprit est ailleurs. Il imagine les visages des victimes mentionnées dans les plaintes contre Claude. Aïcha, une étudiante voilée moquée lors d'un contrôle. Moussa, un chauffeur de bus poussé contre un mur pour avoir l'air suspect. Chaque nom est une braise alimentant le feu de sa détermination. Il lève les yeux vers la table de la défense, où les avocats de la police se tiennent, nerveux, leurs dossiers empilés comme des boucliers fragiles. « Procédez !» ordonne-t-il au procureur, sa voix résonnant avec une autorité qui fait taire les chuchotements. Le premier témoin, un jeune homme d'origine sénégalaise nommé Amadou, s'avance. Son témoignage, décrivant une arrestation brutale lors d'une manifestation pacifique, est ponctué de détails glaçants, des insultes raciales, un genou sur son dos, un rire cruel. Antoine écoute, impassible en surface, mais à l'intérieur, sa colère bouillonne comme un volcan prêt à exploser. Il note chaque mot, chaque pause, chaque tremblement dans la voix d'Amadou. Par le coin de l'œil, il voit Claude s'agiter, incapable de rester immobile. L'homme qui l'a humilié ce matin commence à comprendre que son pouvoir s'effrite. Un autre détail inattendu surgit. Un journaliste dans la salle, reconnaissable à son badge de Le Monde, lève discrètement son téléphone, capturant l'image d'Antoine sur le banc. Cette photo, Antoine le sait, deviendra virale, un symbole de résistance face à l'injustice raciale. Il ne cherche pas la gloire, mais il comprend la puissance de ce moment. Un juge d'origine algérienne, rasé et humilié, tenant les rênes de la justice. Sa rage n'est plus seulement la sienne, elle appartient à tous ceux qui, comme Amadou, comme lui, ont été réduits à des cibles par des hommes comme Claude. Alors que le témoignage se poursuit, Antoine serre la clé USB dans sa poche. Il sait que, dans quelques heures, cette preuve détruira non seulement Claude, mais aussi le système qui l'a protégé. Ce tribunal, ce bastion d'injustice silencieuse, deviendra un champ de bataille. Et Antoine Dubois, avec sa colère comme arme, est prêt à mener la charge. La justice n'est pas un murmure, elle est un cri, et Antoine Dubois est prêt à le faire résonner. Alors que le témoignage d'Amadou s'achève, un silence oppressant s'abat sur la salle d'audience 3B du tribunal fédéral de Lyon. Les mots du jeune homme, pleins de douleur et de vérité, planent encore, comme un écho des innombrables injustices infligées à ceux dont la peau ou le nom dérange. Antoine, assis au banc du juge, referme lentement son carnet de notes, son stylo reposant avec une précision calculée. Sa robe noire, drapée sur ses épaules, semble absorber la lumière froide des fenêtres, mais en lui, une rage incandescente brûle plus fort que jamais. Son cuir chevelu, encore à vif sous l'humiliation de Claude Lefebvre, pulse comme un rappel constant. Ce tribunal, ce système, a trop longtemps protégé les bourreaux. Aujourd'hui, il deviendra leur juge. Alors qu'il lève les yeux,
Son regard croise brièvement celui de Claude, toujours posté près de la sortie latérale, le visage blême, les mains crispées. Mais Antoine ne s'attarde pas. Il a une mission plus grande que cet homme seul. Un frisson parcourt la salle lorsque Antoine déclare « Suspension de l'audience pour 15 minutes ». Les avocats échangent des regards perplexes, les journalistes murmurent et les spectateurs se lèvent, incertains. Antoine reste immobile, son expression indéchiffrable jusqu'à ce que la salle se vide en vagues silencieuses. Seule reste Sophie, la greffière, 2 huissiers, et Claude, figé comme une statue de cire. C'est alors que la confrontation tant attendue commence, mais pas comme Claude l'aurait imaginé. Antoine descend du banc, ses pas résonnant sur le parquet, et se dirige vers le centre de la salle. « Officier Lefebvre », dit-il, sa voix basse mais tranchante comme un éclat de verre. « Approchez ». Claude hésite, son souffle court, avant de s'avancer, chaque pas semblant le rapprocher d'un précipice. La tension est palpable, un fil prêt à se rompre. Antoine ne hausse pas le ton, mais chaque mot qu'il prononce est une lame. « Dites votre nom complet pour le registre. » Claude marmonne. « Claude ? Claude Lefebvre. » Antoine incline légèrement la tête. « Depuis combien de temps servez-vous comme officier de sécurité dans ce tribunal ?» La réponse, presque inaudible, vient après un silence. 22 ans. C'est alors qu'un élément nouveau, aussi inattendu qu'explosif, entre en scène. Antoine sort de sa poche la clé USB, la tenant entre ses doigts comme une arme. « Savez-vous ce que ceci contient, officier Lefebvre ?» demande-t-il, sa voix montant d'un cran, vibrante d'une colère contenue. Claude blêmit, ses yeux fixant l'objet avec une terreur croissante. Antoine continue. « Une vidéo de ce matin, où vous m'avez traîné dans une salle, insulté, rasé ma tête, et ri pendant que vous le faisiez. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une conversation entre vous et votre supérieur, le chef de la sécurité, où vous vous vantez de remettre à leur place les gens comme moi, des Arabes, des étrangers. » La salle semble se contracter, l'air devenant irrespirable. Sophie, derrière son bureau, étouffe un « OK », tandis que les huissiers échangent un regard choqué. Claude ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Antoine s'avance d'un pas, sa voix devenant un grondement. « 12 plaintes contre vous, Lefebvre. 12. Toutes étouffées par vos supérieurs, toutes ignorées parce que vos victimes n'avaient ni le pouvoir, ni le titre pour se défendre. Mais aujourd'hui, vous êtes face à moi. » La rage d'Antoine atteint son apogée, mais elle est maîtrisée, canalisée dans chaque syllabe. Il pense à son propre passé, les contrôles d'identité humiliants dans les rues de Lyon, les collègues qu'il appelait « l'Algérien » derrière son dos, les portes fermées malgré ses mérites. Il pense à Amadou, à Aïcha, à Moussa, à tous ceux dont les voix ont été réduites au silence. « Vous avez cru que me raser la tête me rendrait plus petit, » dit-il, son regard perçant Claude comme une flèche. « Mais vous avez fait une erreur. Vous avez réveillé un homme qui ne se taira plus. » Il se tourne vers les huissiers. « Arrêtez-le !» Les menottes claquent sur les poignets de Claude avec un bruit sec, et il est escorté hors de la salle, ses protestations étouffées par le poids de sa propre culpabilité. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'un séisme. Un autre détail inattendu amplifie l'intensité du moment. Alors que Claude est emmené, Sophie s'approche d'Antoine, tremblante, et lui tend une enveloppe. « Monsieur le juge, » murmure-t-elle, « ceci vient d'un groupe de citoyens dehors. Ils ont vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Ils demandent une enquête publique. » Antoine ouvre l'enveloppe, révélant une lettre signée par des dizaines de noms, des étudiants, des commerçants, des mères de famille, tous unis par une indignation partagée. Cette lettre, née de la viralité de l'incident, est une preuve que son combat dépasse les murs du tribunal. Elle attise sa colère, non pas contre Claude seul, mais contre un système qui a permis à des hommes comme lui de prospérer. Il range l'enveloppe, son cœur battant d'une détermination féroce. Ce n'est pas seulement sa dignité qu'il défend, c'est celle de tous ceux qui ont été écrasés par le racisme institutionnel. Antoine retourne au banc, sa robe flottant légèrement alors qu'il s'assied. La salle commence à se remplir à nouveau, les spectateurs et avocats revenant avec une énergie différente, comme si l'air lui-même portait le poids de ce qui vient de se passer. Antoine sait que l'arrestation de Claude n'est qu'un premier pas. La clé USB, la pétition des employés, la lettre des citoyens, tout converge vers un moment de vérité. Sa rage, loin de s'apaiser, s'amplifie, devenant une force
qui transformera ce tribunal en un miroir de la justice, un lieu où les injustices ne pourront plus se cacher. Alors qu'il rouvre le dossier, son regard se pose sur la chaise vide où Claude se tenait. Il murmure, presque pour lui-même, « Plus jamais ». Et dans ce murmure, il y a une promesse, un serment que Lyon, et peut-être toute la France, entendra bientôt. La tempête ne s'apaise pas. Elle grandit, engloutissant tout ce qui a osé défier Antoine Dubois. Alors que Claude Lefebvre est escorté hors de la salle d'audience 3B, menottes aux poignets, un silence surnaturel s'installe, brisé seulement par le claquement de ses pas s'éloignant. Les portes du tribunal fédéral de Lyon se referment derrière lui, mais l'onde de choc de son arrestation se propage déjà, bien au-delà des murs de marbre. Antoine, toujours debout au centre de la salle, sent son cœur marteler sa poitrine, non pas de triomphe, mais d'une rage qui refuse de s'éteindre. Sa robe noire flotte légèrement lorsqu'il retourne à son banc, chaque mouvement empreint d'une autorité qui fait frémir l'Assemblée. La lettre des citoyens, glissée par Sophie, repose dans sa poche, un poids tangible de la colère collective. La clé USB contenant la vidéo et la conversation accablante de Claude est une arme prête à frapper plus haut, plus fort. Mais ce n'est pas encore assez. Antoine sait que l'arrestation d'un homme ne suffit pas à démanteler un système pourri par le racisme et l'impunité. Alors que la salle se remplit à nouveau, il sent les regards, curieux, craintifs, admiratifs, converger vers lui. Il n'est plus seulement un juge, il est un symbole, et cette responsabilité attise sa fureur. Un vent d'automne s'infiltre par les hautes fenêtres, portant avec lui une tension nouvelle, presque palpable. Antoine s'assied, ses doigts effleurant le dossier du procès État contre le département de police de Lyon. Mais avant de reprendre, un événement inattendu secoue la salle. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume gris impeccable, entre par la porte latérale, escorté par un huissier. Il se présente comme Michel Laurent, envoyé par le ministère de la Justice. Sa voix, basse mais ferme, tranche l'air. « Monsieur le juge Dubois, le tribunal de Lyon est désormais sous enquête fédérale pour violation des droits civiques. » Il tend un dossier scellé, ses yeux trahissant une gravité rare. Antoine prend le document, son pouls s'accélérant. Michel ajoute « La vidéo de ce matin est partout. France 24, Le Monde, Twitter. Elle a déclenché une vague d'indignation nationale. Nous avons des témoignages, des enregistrements et des plaintes anciennes contre Lefebvre et d'autres. Ceci, dit-il en désignant le dossier, est le début d'une purge. » La salle retient son souffle. Sophie, à son bureau, ferme les yeux, comme pour absorber l'énormité du moment. Antoine, lui, sent sa colère se transformer en une force implacable, un raz-de-marée prêt à balayer les complices de l'injustice. Cette annonce n'est pas une surprise pour Antoine. Elle est une confirmation. Depuis des années, il a vu des plaintes disparaître, des officiers comme Claude promus malgré leurs abus, des victimes réduites au silence. Chaque mot de Michel ravive des souvenirs. Les contrôles d'identité humiliants dans son quartier d'enfance à Vaux-en-Velin, les collègues qui doutèrent de sa légitimité à cause de son nom, les regards méprisants dans les couloirs du tribunal. Sa rage, loin de s'éteindre, s'amplifie, alimentée par la lettre des citoyens, par les visages d'Amadou, d'Aïcha, de Moussa, par tous ceux que le système a trahis. Il ouvre le dossier, parcourant les premières lignes, des noms de supérieurs ayant couvert Claude, des rapports internes falsifiés, des témoignages de victimes ignorées. Chaque page est une blessure, chaque ligne un appel à l'action. Antoine lève les yeux vers Michel. Commencez par ceux qui ont enterré les plaintes, les superviseurs, les administrateurs, le chef de la sécurité, et ne vous arrêtez pas là. Michel hoche la tête, presque soulagé par la fermeté d'Antoine, et quitte la salle, laissant derrière lui une promesse de bouleversement. Un autre élément inattendu surgit, ajoutant une couche de suspense. Alors que Michel s'éloigne, Sophie s'approche, tenant un téléphone. « Monsieur le juge », murmure-t-elle, « une manifestation s'organise devant le tribunal. Des centaines de personnes, avec des pancartes. Ils scandent votre nom. » Antoine se fige, son regard se perdant un instant vers les fenêtres. Dehors, il entend un bourdonnement lointain, des voix unies dans une clameur grandissante. « Justice pour Dubois, justice pour tous !» Cette manifestation spontanée, née de la vidéo virale, est un cri collectif, un écho de sa propre rage. Il pense à son père, à ses paroles. Ne baisse jamais la tête. Aujourd'hui, Lyon refuse de baisser la tête avec lui.
Cette pensée attise sa colère, non pas contre Claude, mais contre un système qui a forcé tant de gens à vivre dans l'ombre de l'injustice. Il serre les poings, sa résolution s'aiguisant comme une lame. Cette enquête fédérale, cette manifestation, cette lettre, tout converge vers un moment où le tribunal ne pourra plus fermer les yeux. Antoine reprend le contrôle de la salle, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle. L'audience reprendra dans 10 minutes. Les avocats, les journalistes, les spectateurs s'agitent, conscients que quelque chose de monumental se prépare. Il s'assied, feuilletant le dossier de l'enquête fédérale, mais son esprit est ailleurs. Il imagine les visages des manifestants dehors, étudiants, ouvriers, maires, tous unis par une indignation partagée. Il pense à la vidéo, désormais vue par des millions, montrant Claude le raser, l'insulter, le réduire à un stéréotype. Cette image, aussi douloureuse soit-elle, est devenue un catalyseur. Sa rage n'est plus seulement personnelle. Elle est collective, une force qui transcende les murs du tribunal. Il sait que l'enquête fédérale ne sera pas une simple formalité. Elle visera les racines du racisme institutionnel, exposera les complices et obligera le système à se regarder dans le miroir. Alors qu'il referme le dossier, un souvenir le frappe. Une conversation avec sa grand-mère, une immigrée algérienne, qui lui disait « La justice, c'est comme l'eau. Elle trouve toujours un chemin, même à travers la pierre. » Aujourd'hui, Antoine est cette eau, creusant un chemin à travers le roc de l'injustice. Sa colère, loin de le consumer, le forge. Il lève les yeux vers la salle où les spectateurs reviennent, leur chuchotement empli d'une énergie nouvelle. Par le coin de l'œil, il aperçoit un jeune huissier, à peine 20 ans, qui le fixe avec une admiration timide. Ce regard lui rappelle pourquoi il se bat, pour que la prochaine génération ne subisse pas ce qu'il a enduré. La manifestation dehors grandit, ses échos pénétrant les murs. Antoine range la lettre des citoyens dans sa poche. Un serment silencieux gravé dans son cœur, il ne s'arrêtera pas. Ce tribunal, ce système, cette ville, tout changera, et sa rage sera le feu qui mènera à cette transformation. Le tribunal de Lyon tremble sous le poids d'une vérité trop longtemps étouffée. Alors que les échos de la manifestation dehors, justice pour Dubois, justice pour tous, s'infiltrent par les fenêtres de la salle d'audience 3B, Antoine Dubois referme le dossier de l'enquête fédérale, ses doigts crispés sur le cuir usé. La lettre des citoyens, brûlante dans sa poche, et l'annonce de Michel Laurent résonnent encore dans son esprit, mais sa rage, loin de s'apaiser, atteint un crescendo dévastateur. Il n'est plus seulement un juge. Il est la voix d'une communauté brisée, le poing levé d'une ville qui refuse de plier. La salle, à peine rouverte après la confrontation avec Claude Lefebvre, est saturée d'une tension électrique. Les avocats, les journalistes, les spectateurs s'installent, leur chuchotement trahissant une attente fébrile. Antoine, drapé dans sa robe noire, se tient droit, son cuir chevelu à vif un rappel constant de l'humiliation raciste qu'il a subie. Mais ce n'est pas sa douleur qui le guide. C'est la fureur d'un homme déterminé à transformer un tribunal en un phare de justice. Un soleil pâle perce les nuages, projetant des ombres dansantes sur le marbre du tribunal. Antoine pose ses mains sur le banc, son regard balayant la salle avec une intensité qui fait taire les murmures. « Mesdames et messieurs, commence-t-il, sa voix grave et vibrante d'une colère contenue, ce tribunal a été le théâtre d'une violation, non pas seulement ce matin, mais pendant des décennies. » Les mots tombent comme des pierres, lourds de vérité. Il brandit un dossier qu'il a préparé dans l'ombre. La réforme Dubois, une proposition audacieuse pour éradiquer le racisme et l'abus de pouvoir dans le système judiciaire. Ce document, déclare-t-il, exige une formation obligatoire contre les préjugés raciaux pour tout le personnel, des canaux anonymes pour les plaintes, des évaluations psychologiques régulières et une tolérance zéro pour toute discrimination. La salle retient son souffle, consciente de l'ampleur de cette révolution. Antoine poursuit, sa voix montant comme un grondement. « Je porterai cette réforme au Conseil judiciaire, au ministère, à l'Assemblée nationale s'il le faut, car ce qui m'est arrivé, ce que des milliers d'autres ont subi, ne doit plus jamais se produire. » Un élément inattendu surgit, amplifiant le drame. Alors qu'il parle, Sophie, la greffière, s'approche discrètement et glisse une tablette sur le banc. Une notification clignote. Un direct sur France Info montre la manifestation dehors, désormais forte de milliers de personnes, avec des pancartes brandissant des slogans comme « Dubois, notre voix » et « Non au racisme ».
Mais ce n'est pas tout. Une vidéo envoyée par une association, SOS Racisme, montre d'autres victimes de Claude partageant leurs histoires en ligne, leurs voix brisées par des années de silence. Une femme, Fatima, raconte comment Claude l'a forcée à retirer son hijab lors d'un contrôle. Un adolescent, Karim, décrit une gifle reçue pour avoir regardé de travers. Ces témoignages, diffusés en temps réel, enflamment la rage d'Antoine. Il pense à son propre passé, les insultes. Dans les rues de Volx-en-Velin, les portes fermées malgré ses diplômes, les regards qui le réduisaient à un arabe, avant même qu'il ouvre la bouche. Sa colère devient un torrent, un cri pour tous ceux que le système a piétinés. Antoine se lève, un geste rare qui fait sursauter la salle. Cette réforme, tonne-t-il, n'est pas une vengeance. C'est une responsabilité. C'est le devoir de dire la vérité, même quand elle dérange, surtout quand elle dérange. Il pointe le dossier, sa voix vibrant d'une fureur sacrée. Ce tribunal ne sera plus une forteresse pour les puissants. Il sera un miroir, reflétant chaque injustice, chaque silence complice. Les avocats de la défense, représentant la police, s'agitent, mal à l'aise, leurs notes inutiles face à cette tempête. Sophie, les larmes aux yeux, serre ses dossiers contre sa poitrine, touchée par la force d'Antoine. Un journaliste, dans la foule, griffonne frénétiquement, conscient que ces mots deviendront historiques. Antoine pense à son père, à sa grand-mère, à leur lutte pour survivre dans une France qui les rejetait. Sa rage n'est pas seulement la sienne. Elle est héritée, collective, inextinguible. Un autre twist inattendu intensifie l'enjeu. Un huissier entre précipitamment, tendant une note à Antoine. « Le maire de Lyon demande une réunion urgente avec vous ce soir. Il veut discuter de la réforme. » Cette intervention politique si rapide est un signe que l'onde de choc dépasse Lyon. Antoine plie la note, son pouce accélérant. Il sait que cette réforme ne sera pas acceptée sans combat. Les puissants, ceux qui ont protégé Claude, résisteront. Mais sa colère est une armure, forgée par des années d'injustice, et il est prêt à affronter quiconque se dressera sur son chemin. Il regarde la salle, les visages d'Amadou, de Sophie, des spectateurs anonymes, et sent une connexion profonde. « Ce changement commence ici », déclare-t-il, sa voix baissant mais gagnant en puissance. Et il commence maintenant. La salle reste silencieuse, mais l'air vibre d'une énergie nouvelle, comme si chaque personne présente portait désormais une part de cette rage, de cette promesse. Antoine s'assied, son regard fixé sur l'horizon invisible au-delà des fenêtres. Dehors, la manifestation grossit, ses chants pénétrant le tribunal comme un battement de cœur collectif. Il pense aux vidéos de Fatima et Karim, à la lettre des citoyens, à l'enquête fédérale. Sa réforme n'est pas un rêve. C'est une exigence, un cri de guerre contre un système qui a trop longtemps toléré le racisme. Sa colère, loin de le briser, le propulse. Il sait que le chemin sera ardu, mais chaque pas, chaque mot, chaque regard qu'il croise dans cette salle le renforce. Le tribunal de Lyon n'est plus un lieu de silence. Il est un champ de bataille. Et Antoine Dubois est son général. Si cette histoire vous a secoué, laissez un 1 en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez avec un ami et dites-nous, quelle réforme proposeriez-vous pour changer un système injuste? La prochaine partie promet des révélations encore plus explosives. Un face-à-face avec les puissants qui ne reculeront devant rien pour protéger leurs privilèges. Restez avec nous. Lyon ne dort plus. Elle rugit, portée par la flamme d'Antoine Dubois. Alors que la salle d'audience 3B se vide lentement, les échos des chants de la manifestation « Justice pour tous » résonnent encore dans le tribunal fédéral comme un cœur battant à l'unisson. Antoine, toujours assis à son banc, range la réforme Dubois, son regard fixé sur les fenêtres où le crépuscule teinte le ciel d'un gris orageux. Sa rage, loin de s'éteindre, s'est muée en une force inextinguible, un feu qui consume les injustices enfouies. La lettre des citoyens, les vidéos de Fatima et Karim, l'enquête fédérale, tout converge vers un bouleversement. Mais ce n'est pas assez. Antoine sait que la justice ne s'arrête pas au mur d'un tribunal. Elle doit embraser les rues, les cœurs, les consciences. Sous les arcades du tribunal, Antoine marche seul, son manteau bleu marine serré contre le froid. Une foule l'attend dehors, brandissant des pancartes avec son nom. Une vieille femme, Amina, s'approche, ses lunettes embuées de larmes. « Mon fils a subi ce que vous avez vécu, monsieur le juge. Merci d'avoir parlé pour nous. » Sa voix tremble, et Antoine, la gorge nouée, prend sa main.
Ce n'est pas ma voix, c'est la nôtre. Un nouvel élément surgit. Un adolescent, Malik, s'avance, tête rasée en solidarité, un tatouage en arabe sur son poignet signifiant dignité. Il ne parle pas, mais son regard défiant croise celui d'Antoine, scellant un pacte silencieux. Ce geste, spontané et puissant, attise la fureur d'Antoine, non contre Claude, mais contre un système qui force des jeunes comme Malik à se battre pour leur place. Antoine monte sur les marches, face à la foule. « Ce tribunal est à vous !» lance-t-il, sa voix tonnant comme un éclair. La rage collective explose en acclamations. Il pense à son père, à Vaux-en-Velin, à chaque insulte raciste endurée. Sa réforme du bois n'est qu'un début. Lyon, en feu, portera ce combat. La justice a désormais un visage, et il est le leur. La nuit tombe sur Lyon, mais la colère d'Antoine Dubois embrase l'horizon. Alors que les échos des chants de la foule s'estompent sur les marches du tribunal, Antoine se tient seul sur son balcon, face à un ciel d'encre. Sa rage, loin de s'éteindre, pulse comme un feu sacré, alimenté par Amina, Malik et les cris de milliers de voix. Un message inattendu fait vibrer son téléphone. Un hashtag Dubois pour la justice, devenu viral, porté par des manifestations à Paris et Marseille. Cette vague nationale attise sa fureur contre un système qui a piétiné tant de vies. Il pense à son père, à Vaux-en-Velin, aux insultes racistes gravées dans sa mémoire. Sa réforme du bois n'est qu'un début. Elle doit devenir une révolution. Un dernier regard vers la ville. Lyon, en feu, porte son combat. Antoine n'est plus un juge, mais un symbole, et sa colère redessinera la France.